Le froid, c'est terrible, terrible, terrible. Ouais, Quand il fait très très froid, on dort assis l'un dans l'autre, collé contre l'autre. l'un contre l'autre. Et vous avez plus, quand vous ne savez pas si le lendemain matin vous allez être vivant parce qu'il fait -10, en fait le problème c'est que vous serrez votre frère contre vous et c'est pas pour lui transmettre votre chaleur, Pour lui sauver la c'est vie. je te serre contre moi pour que tu vives. Michel de Robert, merci de nous accorder de votre temps aujourd'hui. Vous avez une histoire particulière et je dirais que depuis quelques jours, elle est encore plus particulière puisque votre histoire et celle de votre frère a été adaptée au cinéma dans un film d'Olivier Casas, Frères, où on a Yvan Attal et Mathieu Kassovitz qui jouent votre rôle et celui de votre frère. Donc on peut dire que ce sont deux belles incarnations. Donc l'histoire continue, je dirais. Mais tout ça part d'une histoire singulière, celle de votre frère et de vous. Elle commence quand, cette histoire? Elle commence lorsque ma mère nous dépose dans une colonie de vacances qui se situe en dessous de La Rochelle. En fait, ça s'appelle les Boucholeurs, Châtelaillon, et c'est un quartier de Châtelaillon qui s'appelle les Boucholeurs. Elle nous dépose là, et au moment où les parents viennent rechercher les enfants, personne ne vient. Donc, on se retrouve dans cette maison, les enfants sont partis, et on va attendre plusieurs mois. C'est la bonne qui s'occupe de l'entretien de la maison, etc., qui va s'occuper de nous. Et arrive un drame. Mon frère pousse la porte du salon de la maison et l'homme, donc le propriétaire de cette colonie de vacances, l'homme est pendu. Donc il est atterré, mais il a tout de suite un réflexe, il tire une table, il prend un couteau qui est sur un bureau, il monte sur cette table et il essaye de couper cette corde. Il n'a pas le temps de couper la corde avec le poids de l'homme. L'homme tombe, se cogne la tête et se retrouve sur le sol. Et à ce moment-là, il est devant lui et il y a une mare de sang qui se propage. Donc Patrice regarde ça. Dans sa tête, il se passe quelque chose. Forcément, il se dit « j'ai fait quelque chose de terrible. Je viens de faire quelque chose de terrible. » Il me tire par le pullover et il me dit « Mick, hein, viens, on sauve. » Et du coup, on va quitter cette colonie de vacances et on va courir à perte de vue jusqu'à ce qu'on arrive dans un bois, mais qui n'est pas forcément loin, peut-être 1,5 km ou 2 km du village. Et on va rentrer dans ce bois et dans ce bois, on va chercher à se cacher. Quel âge avez-vous à l'époque, l'un et l'autre? Alors, moi, j'ai 4 ans et demi et Patrice a 6 ans et demi. 6 ans et demi, donc vous êtes tout petit. On est vraiment tout petit, oui. Mais de facto. Vous arrivez dans ce bois, dans cette forêt? On arrive dans ce bois et une fois là, évidemment, les premiers jours sont excessivement difficiles, mais ce qui se passe, c'est que il y a tout de suite une prise de conscience de cet environnement en se disant il faut que d'abord on commence à avoir faim, donc on va tout de suite commencer à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, on va avoir froid, on va se dire avec quoi on va pouvoir se protéger. Bien sûr. Donc en fait on va entre guillemets on va commencer à étudier notre environnement pour voir tout ce qu'il va pouvoir nous donner. Géographiquement, tout ça se passe où? Ça se passe en dessous de La Rochelle, en fait, c'est un quartier de Châtelaillon qui s'appelle les Boucholeurs, qui est au bord de la mer, là où il y a des ostréiculteurs. Donc à cette époque, c'est un village de quelques maisons avec des ostréiculteurs et des pêcheurs. D'accord. Donc vous allez prendre connaissance de votre nouvel environnement. Comment ça se passe les premières semaines, parce qu'elles ont dû être compliquées quand même. Les semaines, elles sont très difficiles, mais très très rapidement. Quand je dis très rapidement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va s'intégrer. C'est-à-dire qu'en fait, on va
on va faire fonctionner avec nos petits cerveaux Votre instinct? tout ce qui va être nécessaire. Et surtout, on va se focaliser. La journée va être complète. On n'a que ça à faire, c'est chercher à manger et chercher à se protéger. Et il y a quelque chose d'important dès le départ, dans notre survie, c'est qu'on est totalement complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, Patrice, c'est un garçon qui est espiègle, qui est plus schnappant, qui est agile, etc. Et donc, lui, il va tout de suite s'occuper, t'inquiète pas, je vais trouver à manger, etc., etc. Et en fait, moi, je suis beaucoup plus... je suis capable de tout faire de mes mains, même depuis tout petit déjà. Je suis extrêmement adroit de mes mains, capable de construire, etc. Donc, pendant toute cette période dans le bois, cette complémentarité, elle va perdurer tout le temps. Et en fait, moi, je vais toujours être celui qui va exécuter, et Patrice va toujours être celui qui va me ramener. D'accord. Ce qui va éviter déjà qu'il y ait des conflits entre les enfants. Il va y avoir de l'admiration entre nous, parce que moi, je suis toujours content, et lui est heureux de me montrer ce qu'il a trouvé, et moi, je suis content de prendre ce qu'il a trouvé, et il va être heureux de voir ce que j'ai fabriqué. Donc, en fait, ça va très vite démarrer comme ça. Grande complémentarité, donc. Oui, complémentarité très importante. Et puis, il va se tisser un lien indéfectible, un amour absolument énorme entre nous, qui va tout de suite être donné par en fait, en même temps, les problèmes de survie à cause de la météo, à cause du froid, à cause de la pluie. Oui. Alors, quand on s'est enfui, c'est le printemps. Donc, on a quelque part, on a de la chance parce qu'en fait, on va avoir la période du printemps et la période de l'été. Et la période de l'automne, pour arriver sur l'hiver, on aura déjà 6-7 mois. Donc là, j'aurais déjà pu construire une cabane, j'aurais déjà pu voir tout ce qu'on pouvait trouver. Et du reste, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, Patrice revient en me disant « j'ai trouvé à côté de Châtelaillon une casse automobile ». Et donc, la casse automobile, pour nous, c'est Las Vegas. On trouve du câble, des bouts de tôle, des tissus de siège, des bouts de tôle, j'ai des pièces métalliques pour fabriquer des couteaux, etc. Donc, je vais commencer à être ingénieux et à fabriquer tout ce qui va nous être nécessaire. Et donc, ça va parfaire la cabane au niveau de la première. Ce qui vient justement tout de suite à l'esprit, lorsqu'on commence votre histoire, c'est comment se sont-ils protégés du froid et des nuits humides dans ce coin de la France quand même, et puis froide après, durant l'hiver. Vous la consolidez, cette cabane, elle est isolée au bout d'un moment? La première, non. La première, elle n'est pas isolée, donc c'est pour ça qu'on va la quitter très vite. Et la deuxième, elle ne va plus du tout être faite de la même manière. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les seuils, les superpositions de feuilles, etc., quand il pleut très longtemps, ça finit par percer, qu'en fait, il faut ressortir à chaque fois, etc. Donc, à ce moment-là, je vais faire une autre cabane qui va être faite beaucoup plus, non plus comme un igloo, on va dire, mais qui aura la forme d'une tente, exactement. Et à partir de là, je vais entrelacer des branchages en permanence de façon à serrer ça et à faire un support. Et sur ce support-là, je vais mettre 2 ou 3 couches de mousse, la mousse qu'il y a au pied des arbres. Et l'avantage, c'est que cette mousse qui est au pied des arbres, plus il va pleuvoir, plus elle va pousser, et plus elle va pousser, plus elle va créer un manteau qui va être complètement étanche et elle va se développer. Donc en fait, on va se retrouver quelque part à avoir fait une cabane extérieure qui va finir sous la terre, quoi, puisque en fait, on va être protégé par cette mousse. Ça avait aussi un gros avantage, c'est que s'il y avait une fuite d'eau, il fallait un morceau de mousse, on sortait, on mettait ça sur le trou, et c'était fini. Nous sommes après-guerre, en fait. Donc, beaucoup d'enfants sont orphelins à l'époque. C'est une période assez trouble, l'après-guerre. Je suppose qu'on vous aperçoit de temps en temps. On sait que vous êtes dans la forêt. D'abord, il y a une chose, avant même de situer ça sur l'époque, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que personne ne nous a trouvés, mais tout simplement parce que personne ne nous cherchait. C'est ça. Donc c'est déjà très important. On n'existe pour personne. On est des enfants invisibles.
on est après-guerre. Il n'y a pas une porte qui va s'ouvrir pour prendre 2 gamins de plus. Au bout de 6 mois, 7 mois, on va commencer à avoir les cheveux là. Entre guillemets, je fais une parenthèse, mais on se lave l'été, mais on ne se lave pas l'hiver. C'est à peu près ça. Mais bon, l'hiver, c'est très difficile. On n'a pas de l'eau facile. On a de l'eau, mais elle est glacée, etc. Donc, on est en haillons. On devient des voleurs de poules. À cette époque-là, c'est juste après la guerre. Les denrées ayant été difficiles à obtenir, etc. Toutes les maisons ont des poulaillers, toutes les maisons ont des potagers, des vergers, des arbres fruitiers, etc. On est dans la campagne française, on n'est pas dans la jungle. Hein. Donc, en fait, dès qu'on sort de la forêt, on a à notre disposition de quoi se nourrir. Il faut s'habiller aussi. Alors, il faut s'habiller aussi. Donc, les premiers vêtements, je vais les repriser, les recoudre, les arranger jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Dans le film Frères, on voit d'ailleurs quelques épisodes de chasse. C'est la réalité. Le lance-pierre, les poissons. Les frondes, ça vient très très vite. Ah oui. Mais peut-être 2 ans après quand même. Hein, mais vous arrivez à chasser. Mais on arrive à chasser très très bien et d'une manière très efficace. Dans la casse automobile, on démonte les roues, on récupère les roulements à billes, les petites pièces de les billes d'acier, on récupère les roulements à billes, on récupère les chambres à air pour nous faire des frondes. Donc en fait, on récupère les fils de cuivre pour fabriquer la fronde. Donc on a tout à notre disposition. On fait une fronde, et une fronde avec une bille d'acier. Assez redoutable, donc. Je peux vous dire que le lièvre ou le lapin, c'est direct. Hein. On va avoir une arme de chasse, qui va être la fronde. On va avoir... je vais fabriquer des couteaux, sans problème, parce que c'est l'élément essentiel, quasiment. Cela va durer 7 ans. Ça va durer 7 ans. Vous gardez le souvenir de... Alors, passer les premières semaines d'adaptation, quel souvenir vous gardez de ces 7 années? Est-ce qu'il y a eu des nuits très difficiles, des jours où vous aviez faim? Voilà. La faim, non. Encore une fois, c'est pas un problème. D'accord. Si vraiment on a faim, on va trouver à manger. On va tuer un lapin, on mangeait cru, hein, on ne faisait pas cuire. On ne fait pas cuire. Le feu, il nous sert à chauffer. Beaucoup plus. C'est-à-dire les bidons coupés en 2, on met les braises dedans, on met ça dans la cabane pour que ça fasse de l'air chaud. Ça tient 2 minutes. Hein. Mais au moins, il y a la sensation de chaleur et la souffrance dont vous parliez tout à l'heure. La souffrance la plus épouvantable, c'est le froid. Le froid. Le froid, c'est terrible, terrible, terrible. Ouais. Et ça va beaucoup plus loin parce que on développe un amour entre nous deux qui est très important, mais ça va encore plus loin quand il fait très très froid, on dort assis l'un dans l'autre. Collés contre l'autre. L'un contre l'autre. Et vous avez plus... Quand vous ne savez pas si le lendemain matin vous allez être vivant parce qu'il fait -10, en fait le problème c'est que vous serrez votre frère contre vous et c'est pas pour lui transmettre votre chaleur. Pour lui sauver la vie. Je serre contre moi pour que tu vives. Ouais. Et ça devient... Ça se répète en permanence et c'est vraiment quelque chose qui va souder les 2 enfants. Je trouve que le film, d'ailleurs, retrace bien et fait naître très bien à l'image cette solidarité et ce sentiment de vie, de survie. Et c'est très bien fait dans ce film parce qu'on voit tout l'amour qui se crée entre vous, ce lien incroyable qui vous a sauvé la vie. Qui vous a sauvé parce que le fait d'être l'un pour l'autre en permanence, de quelque part de vivre totalement pour l'autre et l'autre vit pour vous, au fur et à mesure que du temps et des années, ça se développe, ça devient énorme. Il n'y a plus rien d'autre. En même temps, il n'y a rien autour. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas d'enfants, on est que nous avec nous-mêmes. Au bout de 4 ans, tout de même, je crois que vous allez sortir de la forêt et travailler pour un ostréiculteur du coin. Alors avant, c'est important, parce qu'avant, il y a une partie avec les Gitans. Les Gitans font le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer. D'accord. Donc ils s'arrêtent,
Et là, on se confronte, entre guillemets, avec les gosses des gitans qui se mettent à courir dans la nature. Oui. Et qui, évidemment, eux, quand ils voient la rivière et le bois, ils y vont et ils nous tombent dessus. Donc, ça commence par une confrontation, mais on a une telle agilité et une telle habitude de la forêt qu'en fait, les enfants des gitans, on va très vite les retourner. Oui, ils vont être très vite fascinés par vous. Et ils vont être fascinés par nous. Ouais. Et donc, ils vont nous dire, ben, venez avec nous. Et en fait, ils vont nous emmener au campement. Et c'est important parce que c'est la première fois où on va voir des gens qui aiment les enfants. Vous reconnectez quelque part avec l'humanité, là aussi. On se reconnecte. Mais Ouais. nous, on a l'impression que personne ne nous a jamais aimés, que personne ne nous aimera jamais. Et d'un seul coup, on voit Que c'est des possible. gens qui aiment les enfants. Ouais. Il y a de la musique, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des grands feux, il y a une chaleur humaine. Et ce qu'on voit dans le film, cette gitane sur laquelle j'appuie ma tête et qui va me caresser la tête, etc. Après, elle va me prendre dans ses bras. C'est des moments qui sont extrêmement forts parce que c'est la première fois qu'il y a ce sentiment de ressentir. Qu'un adulte peut protéger un enfant, Voilà. être doux avec un enfant. Ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous gardez à... Ça, c'est quelque chose que j'ai présent. Par exemple, l'étreinte de cette gitane, aujourd'hui, à mon âge, elle est toujours là, tellement ça a été un prématuré, ça a été fort. Et donc ensuite, eux, ils vont aller au Sainte-Marie-de-la-Mer, ils vont revenir. Chaque année. On va les revoir chaque année, Ouais. et même entre l'aller et le retour. Ils vont s'arrêter là, etc. Donc on va avoir un petit semblant de vie sociale, on va dire. Et je vais construire la 3e cabane parce que j'ai trouvé un transformateur électrique dont le mur est juste. Enfin, donc je me dis, il faut que je construise la cabane contre ce transformateur parce qu'on aura la chaleur du mur. Donc je vais construire cette cabane qui, elle, est déjà beaucoup plus proche du village. Elle n'est plus enfouie dans la forêt, elle est déjà là. Donc tout doucement, les choses avancent. Et puis un jour, on va décider d'aller vers la mer. Pour aller vers la mer, il faut traverser le village. Les gens vont nous voir en guenilles, etc. Mais rassurez-vous, il n'y en a jamais un qui nous ouvrira la porte. En plus de ça, on est considéré, ils savent qu'on est là, mais on est considéré comme des voleurs de poules. Ouais. Donc ils ont plus envie de nous jeter des pierres que de nous ouvrir leurs portes pour nous dire venez vous mettre au chaud. Ça ne marche pas, ça. C'est fou d'ailleurs qu'aucun adulte n'ait pris cette décision de se poser des questions autour de vous et qu'on essaie de vous sauver. Et vous vous dites, c'est pas possible, si je vois 2 gamins comme ça en guenilles, je vais pas les laisser, je vais essayer de comprendre, essayer de chercher. Sauf que le problème des gamins comme ça, il y en a plein. D'accord. Et ça... Après-guerre, il y en a plein. Après-guerre, il y a 1 300 000 enfants. Orphelins. Plus de foyers en France. D'accord. Donc ça veut dire que même si les structures existent, parce qu'elles n'ont pas disparu complètement, c'est impossible qu'elles absorbent ça. Donc il y a beaucoup d'enfants nomades comme ça. Il y a beaucoup d'enfants nomades comme ça, énormément. Il y en a d'ailleurs dans tous les pays. Hein, il y en a en Pologne, il y en a en Allemagne, il y en a dans tous les pays. Partout où il y a eu la guerre. Les enfants de la guerre. Ouais. Hein. Et en fait, moi j'ai vraiment mémoire quand j'avais 10-11 ans, dans le village, et quand on travaillait avec l'ostréiculteur, on voyait couramment passer des gamins qui avaient plutôt 14-15 ans, un peu plus âgés que nous, mais qui en fait allaient de village en village pour chercher à travailler quelque part, pour pouvoir se nourrir, et qui n'avaient pas de nom. Donc vous allez commencer à travailler pour cet ostréiculteur en vous rapprochant de la mer. Oui, alors en se rapprochant de la mer, etc., on va vouloir fabriquer une plate. C'était des espèces de bateaux qui servaient pour aller sur les parcs à huîtres. Oui. Donc on veut copier ça, essayer de se faire pour avoir un bateau. Mais pourquoi? Pour aller voler des huîtres? Non, pas pour aller voler des huîtres. Pourquoi ce bateau? Non, pour pouvoir être en bateau sur l'eau, quoi. Et en fait, pourquoi c'est important ce détail? C'est parce que cet homme, il va nous voir en train d'essayer de fabriquer cette plate, etc. Et en fait,
il va nous apprivoiser tout doucement, parce qu'on est, on est quand même agressif, méfiant, donc il va s'approcher de nous, il va nous regarder, il va repartir, le lendemain il va revenir, donc il va y avoir, il va nous apprivoiser comme ça, mais même avec simplement la bonhomie et le regard et la gentillesse et un sourire. Donc petit à petit, on va se rapprocher. Et là, il va nous dire, bah, venez travailler avec moi. Voilà, je vous donnerai un sou. En réalité, ce qui était très important, c'est qu'en fait, on mangeait à la cabane et que d'un seul coup, on avait un repas qui était chaud. On avait des pommes de terre, on avait du riz, on avait un peu de viande. Ça se modernise, là, pour vous. Ça se modernise d'un seul coup. Ouais. Et ça va durer à peu près une année jusqu'à l'épisode de ma mère. C'est votre grand-mère, d'abord, qui vous, visiblement, qui vous repère sur la plage. Qui nous repère pas forcément, mais qui repère ses 2 enfants. Ouais. Et qui se dit, c'est quand même curieux, parce que ma fille qui est partie à Buenos Aires, les enfants sont partis avec, elle s'interpelle de voir ces 2 gosses. Ouais. Elle rentre à Paris, sa fille est rentrée, et elle va chez elle et elle lui dit ça va, t'es bien à Paris, tout va bien pour toi, oui, depuis que t'es rentré, vous n'êtes pas trop à l'étroit dans l'appartement avec les enfants, etc. Et en fait, ma mère, elle craque à ce moment-là. Elle lui dit fiche-moi la paix, j'ai rien à te dire, j'ai pas de compte à te rendre, etc. Et elle lui révèle qu'elle vous a abandonné. Sa grand-mère, elle est persuadée, parce qu'on lui a dit qu'on était parti avec elle à Buenos Aires. Donc elle ne s'est pas préoccupée de nous. Là, quand elle revient dans ce village où on était dans la colonie de vacances, et qu'elle voit ces 2 gosses-là, elle se dit, il y a peut-être quelque chose, elle craque, et elle lui dit, t'as intérêt à aller chercher tes enfants, sinon, là, j'irai à la police, et là, je te dénoncerai. Ma mère, avant nous, avait déjà abandonné une fille. Sa gamine qui était née à 1 an, elle l'a oubliée, elle est partie, elle l'a laissée là, les voisins ont défoncé la porte, ils ont trouvé la gamine qui depuis 2 jours était pas nourrie, donc elle avait été déchue de ses droits maternels en conseil de famille, comme ça se faisait à l'époque. Cette mère, elle souffrait de troubles psychologiques ou... Pas du tout. Comment se fait-elle qu'elle abandonne ses enfants? Elle souffre pas de troubles psychologiques, elle ne veut pas avoir d'enfants. Ma mère, c'est une femme libre. J'ai été mis en pension. Elle nous récupère, elle nous met dans cette famille qui est chargée de nous faire rentrer à l'école au bout d'1 an. Donc on passe du paradis à l'enfer. C'est ça, votre grand-mère Ouais. lui dit « Attention, je te dénonce si tu ne récupères pas tes enfants ». Elle finit par vous récupérer. Donc, elle nous récupère et elle nous met dans une famille de précepteurs à Paris. Une famille d'accueil, donc. Une famille d'accueil dans le 16e, à Paris. Donc en fait, on sort de la forêt pour arriver dans le 16e. Comment ça se passe avant qu'on aille plus loin? Parce que là, il y a un choc thermique, on va dire. Un énorme choc, mais on est chez ces gens-là au moment où elle nous met chez eux. Ils ont été chargés par elle de nous faire réintégrer l'école. Oui. Donc ça devient l'enfer. Là, on est enfermé dans une chambre à clé. Quand on va se promener, c'est l'un ou l'autre, jamais les 2. D'accord. Quand il nous emmène nous promener, Monsieur Spiess, on est attaché. On a peu de vocabulaire. Compte tenu de la vie qu'on avait en forêt, on n'a absolument pas besoin de ça. Donc on réussit à rentrer dans cette école, mais on n'y reste pas parce que, évidemment, on est encore un peu, même après cette sauvage, on est violent. Et donc on envoie 3-4 mômes à l'infirmerie parce qu'on ne supporte pas l'injustice et on est plutôt... Bon, ça se règle rapidement. Et donc, on dit une nouvelle fois, on prévient ma mère en disant on ne peut pas garder vos gosses à l'école, il faut venir les chercher. Donc elle vient nous chercher, et moi elle me met en pension chez les frères à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, et elle part avec mon frère. Donc elle nous sépare. Elle vous sépare. C'est un drame inhumain. Mais oui. Nous, inhumain. Ouais. C'est la mort. Donc moi je vais être chez les frères dans cette pension-là. De cette pension-là, bien évidemment, je vais m'enfuir. Plusieurs fois. Et là, elle me met en maison de correction à Dunkerque, dans le nord de la France. Donc là, c'est
bouclé, terminé toute l'année, pas de sortie. Entre guillemets, c'était des petites prisons. J'allais vous dire que vous êtes passé très vite de l'état de totale liberté à la prison, puisque sortir attaché comme un chien, en fait... Non, puis aujourd'hui, si vous voulez, tout ça, c'est des histoires qui sont incroyables et que les gens ne peuvent pas croire. Mais c'était malheureusement comme ça. Les sévices dans ces pensions disciplinaires, c'était terrible. Les genoux sur un bac à douche, les bras en croix, les genoux sur le bac à douche avec les bras en croix, et puis derrière un ceinturon. Et à chaque fois que les pieds tous par terre, des coups de ceinture. Bon, la pension chez les frères, ça ne devait pas être non plus totalement funky. C'est pas terrible non plus. Ouais. Mais bon, on va pas en parler. Il vaut mieux mettre ça de côté. Vous me parliez de vos 18 ans et d'une phrase que vous avez dit à votre mère. À 18 ans, je lui dis « Pourquoi tu nous as fait ça à Patrice et à moi ?» Elle me regarde et elle me dit « Mais Michel, mais je vous ai jamais voulu. Il faut que tu comprennes que quand je couchais avec un homme, j'étais enceinte très souvent. Donc ça, obligatoirement, j'ai avorté 3-4 fois. Fallait bien que de temps en temps, il y en ait qui naissent. Mais moi, je vous veux pas. Elle ne veut pas d'enfants. Elle veut être libre. Elle ne veut pas être encombrée par les enfants. Et elle n'a pas l'instinct maternel, visiblement. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Vous allez tout de même, j'allais dire miraculeusement, mais avec une mère brillante, elle vous a au moins légué cela à votre frère et à vous. C'est que intellectuellement, d'ailleurs... On va s'en sortir. Oui, et je pense qu'intellectuellement, vous vous en êtes sortis déjà dans la forêt, parce que déjà, votre cerveau à tous les deux fonctionnait extrêmement bien. Le génétique, il a fonctionné tout de suite. Hein. Vous savez, on parle de... naturellement, on parle de don. Mais quand on parle de don, on dit ah ben cet enfant a le don de la musique, cet enfant, il a le don du dessin, il a le don. Ça paraît parfaitement naturel. Mais en fait... le don du bricolage ou le don de l'intelligence à construire, c'est aussi un don. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que j'ai vu mon père faire ça, donc je fais ça. Il y a aussi, et qui plus est, le métier d'architecte. On est la meilleure des expressions, parce que nous, quand on est face à un volume ou un truc, on doit se projeter pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire ou comment on va construire. On ne construit pas à partir de quelque chose qui existe, on construit à partir de quelque chose qu'on invente. Donc c'était le même problème dans la forêt, on invente. Et c'est ce que vous avez fait dès vos 5 ans, hein, pratiquement. Exactement. Et c'est ce que vous allez faire de votre vie professionnellement. Absolument. Et c'est ce pourquoi je souligne la génétique et l'intelligence que votre mère vous a léguée à vous, Michel, mais aussi à Patrice, puisque finalement, pour 2 petits enfants sauvages jeunes de la forêt, vous allez professionnellement réussir l'un comme l'autre. Ben oui, parce que Patrice, il va passer son bac. Lui, il va partir de chez sa mère parce qu'il est en conflit avec elle. Pour des problèmes d'affect aussi, très compliqués. Ouais. Moi, parallèlement, je vais devenir architecte, mais pour Patrice qui va se suicider, le problème de l'enfance, le problème de l'abandon, les problèmes avec le fait qu'il ne retrouve pas son père, qu'il n'a aucune information là-dessus, le problème des carences dues à cette enfance, tous ces problèmes-là vont se superposer. Et à 45, 48, 45, 46, 47... et jusqu'à 49 ans où il va dire alors je lâche les ponts. On va aborder cette période-là de votre vie. On peut dire que l'un comme l'autre, vous arrivez à construire votre vie, mais j'ai l'impression que la différence entre vous et Patrice, c'est que vous arrivez à avancer mieux dans la vie. Alors, la différence, elle s'explique en fait. Patrice, c'est l'aîné. Donc, lui, il a réellement personne. Moi, j'ai mon grand frère. Donc, cet amour qu'il y a entre nous, moi, mon grand frère, qu'est-ce que c'est ? C'est mon père, ma mère, mon frère, c'est tout. Mais lui, ça reste son petit frère qui protège. Il n'a pas ça. Et il en a la responsabilité. Et il porte ça sur ses épaules. Et donc, ça va être la difficulté, il va la vivre. Il a ce traumatisme de cet homme, de ce qu'il a fait.
même si en grandissant, il a compris qu'il était pour rien. Qu'il était pour rien, etc. Même s'il a compris le traumatisme quand il a 7 ans, au moment où ça arrive, il est resté là. Donc toutes ces choses-là vont s'accumuler. Et quelque part, le bonheur de cette vie en liberté, le fait de bien comprendre qu'on a été heureux comme jamais, quand on nous voit courir dans les blés, quand on nous voit jouer dans l'eau et tout ça, c'est des moments de bonheur intense, d'une intensité formidable. Ouais. Et toujours pareil, dans la société, quand vous rentrez dans la société, dans les contraintes que ça peut apporter, dans les manques que vous avez au niveau de l'affect, etc., tout ça, ça va ressortir. Et où est-ce qu'on va aller chercher, je dirais, un support? C'est de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on était heureux, là, mais finalement, c'était mieux. Patrice n'a jamais retrouvé ce bonheur-là, ces sensations de bonheur, cette sensation de liberté. Il a avancé dans la vie, mais en étant malheureux. Il fumait 4 paquets de cigarettes de gitane par jour. Il aimait bien prendre le whisky le soir. Il adorait faire la fête jusqu'au bout. Mais on peut y voir une fuite dans tout ça aussi. C'est une fuite en avant. Ouais. C'est une fuite en avant, c'est brûler la vie pour qu'elle s'arrête très vite. Ouais. Je la brûle parce que j'ai envie qu'elle s'arrête. Et après, donc, je décide un jour, je décide de l'arrêter. J'ai pris ma décision, je ne veux plus rester sur cette terre. C'est fini. Et là, il va se suicider en parfaite connaissance de cause. Je vais essayer de tout faire. Cette fois-ci, c'est le petit qui va essayer de sauver le grand. Ouais. Je vais essayer de tout faire pour le sauver. Et malheureusement, je ne vais pas y arriver parce qu'il est déterminé, il a fait le bilan. Et vivre ne l'intéresse pas parce qu'il n'a pas pu se réaliser. Pas de famille, pas d'enfant. S'il avait pu avoir un enfant, ouais. Ça l'aurait sauvé. Et quelque part, ce non-bonheur de Patrice, il est symbolisé dans ce film par ce retour dans la forêt qui c'est un symbole. Qui finalement existait sans doute aussi dans la tête de Patrice, ça a dû lui passer par la tête. Bien sûr. C'était une possibilité de le sauver. Repartir. Repartir dans la forêt, repartir, changer totalement de vie. Mais je lui ai proposé, mais il n'a pas voulu. Et je l'aurais fait. Parce que c'était tellement fort entre nous que j'aurais été capable de tout laisser. Tout faire pour lui. Tout laisser, partir au bout du monde pour lui. Dernière question, Michel. Il vous a sauvé la vie, Patrice? 10 fois. Quand j'étais enfant, 10 fois. Alors, dès que je commence à comprendre et à appréhender mon environnement, entre parenthèses la forêt, etc., là, on devient tous les deux pareils. Mais quand je suis tout petit, lui, il a 7 ans, moi, j'ai 5 ans et demi, 6 ans. Là, il est comme une maman. C'est-à-dire qu'il il est la moindre attention que je peux avoir. C'est pour ça que je veux dire, j'ai plus mémoire, mais il va trouver une pomme, il va me la donner. Mais si je vous posais cette question, c'est aussi par rapport à ce que vous m'avez dit lui a toujours été seul, et moi, j'ai toujours eu mon grand frère qui était en même temps mon père, ma mère, et finalement ma famille tout au long de votre vie d'homme, en fait. Il a été cette famille. Oui, et si je vous disais que Patrice est mort il y a 30 ans, mais pour moi, il est là aujourd'hui. Je vis avec lui en permanence. C'est pas mon frère est mort il y a 30 ans, c'est pas vrai. Il est encore là. Il est toujours là. Ce film, en plus, quelque part, le fait revivre. Et si j'ai accepté de le faire, c'était aussi un hommage, lui rendre hommage à travers cette histoire que j'ai racontée à Olivier. Et ce qui est très important pour moi dans ce film, c'est qu'Olivier, qui a mis 4 ans à tirer cette histoire et à ce que je la raconte dans les moindres détails, parce qu'il a accumulé des heures et des heures d'enregistrement,
c'est aussi quelque chose que j'ai fait pour lui. On est bons copains, il cherche un jeune réalisateur, c'est de lui donner quelque chose. Je ne l'aurais jamais dit, croyez-moi, je n'aurais jamais parlé. À l'âge que j'ai, pour moi, aucun intérêt. Je l'ai fait pour lui, parce qu'il m'a dit, Michel, j'ai besoin de cette histoire, je veux en faire un film et tout. Merci mille fois à vous de m'avoir raconté aussi votre histoire. Bah, écoutez, j'ai beaucoup parlé, mais vous voyez, c'était... voilà. Bah oui, mais avec moi, on parle beaucoup. Donc, on de toute façon. Passé, donc très bien. On a partagé. Merci beaucoup. Si ce témoignage vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, vous aussi, à m'appeler sur la libre antenne au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, et peut-être que nous échangerons à la radio, et puis peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez dans ce siège, et que nous échangerons aussi en vidéo. Je vous dis à bientôt.